L'hebdo politique. Bonsoir et bienvenue dans l'hebdo politique, votre rendez-vous du dimanche soir sur Radio Sensation, en association avec TV78. Mon invité ce soir est le secrétaire départemental Debout la France des Yvelines, Olivier Galland. L'hebdo politique. Olivier Galland, bonsoir. Merci, bonsoir. Alors vous êtes habitant de Saint-Cyr-l'École dans les Yvelines. Vous avez rejoint en 2017 Debout la France, le parti mené par Nicolas Dupont-Aignan. Alors vous êtes secrétaire départemental depuis 2 ans. Pourquoi en 2017 avoir fait ce choix de rejoindre Debout la France ? Lors des débats, des présentations politiques de chaque candidat, un soir ma fille m'appelle et me dit « Papa, il y a un monsieur à la télé, il pense comme toi ». Alors j'ai regardé et j'ai découvert Nicolas Dupont-Aignan et effectivement nous avons une convergence dans nos pensées. J'ai laissé passer la campagne et puis quelques mois après j'ai assisté à une réunion politique des Yvelines de Debout la France. Ça m'a plu, je me suis inscrit et puis je suis resté depuis. Et vous êtes donc devenu ensuite secrétaire départemental. Nicolas Dupont-Aignan a fait 4,70% des voix en 2017, récoltant 1 695 000 bulletins. Il s'était allié ensuite à Marine Le Pen lors de l'entre-deux tours. Il devait devenir même son Premier ministre à l'époque. Pourtant, l'alliance a tourné court. Aujourd'hui, selon vous, pourquoi Nicolas Dupont-Aignan est le mieux placé pour devenir le prochain président de la République ? Écoutez, si on regarde les sondages, même si on leur fait dire un peu ce qu'on veut, aujourd'hui, aucun candidat n'est capable de battre M. Macron. Voilà. Chacun est dans son camp, chacun regarde pour lui. Nicolas Dupont-Aignan propose un programme qui va permettre à chacun de le rejoindre. Il appelle tous les autres candidats à le rejoindre. Et pour nous, il a une opportunité de remporter la présidentielle dans ces conditions. En tout cas, c'est le seul. L'offre politique s'est densifiée, notamment avec la candidature d'Éric Zemmour. Vous n'avez pas peur qu'elle écarte trop Debout la France des débats ? Alors, Éric Zemmour fait tous les plateaux télé et fait des records d'antenne actuellement. Il fait des meetings, il fait parler de lui. Mais c'est un homme de télévision, un homme pas de spectacle, mais en tout cas, il sait parler aux médias. Et puis les médias apprécient ça également. Il y a un petit peu de polémique. C'est un homme cultivé. Donc oui, il nous fait de l'ombre actuellement. Alors on est là pour parler du programme de Debout la France. On va rentrer un peu plus dans le détail du projet de Nicolas Dupont-Aignan. Mais d'abord, comment est-ce qu'a évolué ce projet depuis 2017 ? La situation de la France a évolué depuis 2017. Avant les élections de 2017, on ne savait pas ce qu'allait faire M. Macron. Maintenant, on l'a vu, la crise sanitaire qui est arrivée, et puis beaucoup de décisions qui sont venues les unes après les autres et qui ne nous conviennent pas. Donc nous proposons une véritable alternative à la politique actuelle. Et puis surtout, alors voilà, Monsieur Dupont-Aignan a sorti un livre il n'y a pas très longtemps, on vend dans toutes les bonnes librairies. Nous proposons le financement de ce programme. Voilà, ce sont des propositions chiffrées et à chaque fois, on va dire où on va chercher l'argent pour les réaliser. Alors sur l'Europe, d'abord, vous souhaitez transformer l'Union européenne par une communauté des États européens. Pas de Frexit, donc, mais dans les faits, à quoi ressemblerait cette nouvelle communauté européenne que vous souhaitez ? On avait une analogie il n'y a pas très longtemps avec un immeuble, avec un syndic de copropriété. Et le but, c'est que tout le monde s'entende bien dans l'immeuble, avec des règles et ainsi de suite. Mais on n'est pas obligé de connaître tout le monde dans l'immeuble, on n'est pas obligé de s'entendre bien avec tous les habitants de l'immeuble. Par contre, nos voisins de palier, eh bien, on les voit, on mange ensemble, et puis on s'arrange. Dans ma rue, c'est pareil, j'ai des voisins qui sont en face de moi. Je leur rends des petits services, ils me rendent des services, on se dit bonjour, on se connaît bien. Et voilà, et ce sont des liens entre personnes, entre groupes, et c'est pas parce que il y a la mairie à côté et la ville qu'il n'y a pas de lien entre les deux. Donc la ville, elle met en place certains règlements, les ordures ménagères, la circulation, mais les liens entre habitants, c'est aux habitants de le faire eux-mêmes. Alors à Debout la France, vous êtes favorable à la primauté
du droit national sur le droit européen. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pour quelles raisons ? On n'est pas certain que ce qui se décide à Bruxelles et puis à la Cour de justice européenne, par exemple, ça aille dans l'intérêt des peuples et en particulier des Français. Voilà. Il y a des lois qui sont votées et qui n'intéressent personne. Par contre, on les applique et les Français n'y gagnent rien. Il y a eu un exemple il n'y a pas très longtemps, vous avez suivi le cours de l'énergie, de l'électricité sur le marché. C'est Bruxelles qui a décidé ça, enfin les pays européens regroupés qui ont décidé ça. Le tarif se fait sur la dernière centrale qui est mise en place, c'est une centrale à gaz, donc le prix de l'énergie a augmenté. Ça n'intéresse pas les Français. Nous, on a une énergie principalement nucléaire, une électricité principalement nucléaire, et on devrait pouvoir avoir nos prix à nous dictés en fonction de nos besoins et de nos capacités. Vous renoncerez aux grands accords de libre-échange tels que le TAFTA avec les États-Unis ou le CETA avec le Canada. Pour vous, c'est dans la même optique, c'est absolument. des traités qui vont à l'encontre des peuples. C'est à l'encontre des Français, en tout cas, à l'encontre des peuples européens également. Vous savez, ces traités, on va faire venir de la nourriture, de la viande, par exemple, d'autres pays, avec des transports maritimes importants, et puis des conditions d'élevage qui n'ont pas de rapport avec les normes qu'il y a dans notre pays. Donc, c'est de la nourriture qui est peut-être pas de moins bonne qualité, mais peut-être moins saine, qu'on va faire venir en France, c'est au détriment de l'agriculture française, et en contrepartie, il y a du libre-échange, on va pouvoir exporter vers ces pays-là, mais je ne suis pas certain que les Français y gagnent grand-chose. Donc oui, abandon de ces traités. Autre mesure, vous souhaitez suspendre immédiatement l'espace Schengen. Les frontières gérées à l'échelle européenne n'ont pas prouvé leur efficacité, selon vous ? Alors, elles ont même prouvé leur inefficacité. J'entendais encore l'Allemagne qui propose de faire venir 400 000 immigrants en Allemagne prochainement. Oui, mais il n'y a pas de frontières à l'intérieur, donc ces personnes qui vont être accueillies en Allemagne, elles vont venir en France ou dans les autres pays. Chacun voit sa politique, mais l'impose aux autres. Donc voilà, il n'y a pas de sécurité aux frontières extérieures, et il n'y a plus de frontières intérieures. Donc c'est pas efficace du tout. Alors vous souhaitez créer une union méditerranéenne afin de réaliser une politique de co-développement avec tous les pays autour de la Méditerranée et de régler les problèmes qui s'y passent. Aujourd'hui, il y a un manque de dialogue entre les pays méditerranéens. Absolument. Je ne sais pas de quoi on discute. On discute chacun de sa politique intérieure, des programmes électoraux qui visent à exacerber les tensions. Nicolas Dupont-Aignan, il n'y a pas très longtemps, travaillait dans une commission à l'Assemblée sur la pollution de la Méditerranée. Voilà, ça c'est un vrai sujet, la pollution de la Méditerranée. Chacun pollue un petit peu, mais sans s'en préoccuper. La France pourrait faire une union méditerranéenne et traiter ce sujet. Donc les pays de la Méditerranée, que ce soit l'Espagne, la France, la Grèce, donc des pays européens, mais également des pays du Maghreb, pourraient s'entendre. Et plutôt que de financer, on donne de l'argent à des pays africains ou autres sans regarder ce qui se passe derrière, on pourrait travailler avec ces pays-là pour mettre en place des stations d'épuration, tout un système qui éviterait de polluer la Méditerranée. Voilà, ça c'est un vrai projet, et c'est un projet qui se fait entre acteurs. Donc ça ne se décide pas au niveau de l'Europe, ça ne se décide pas au niveau de l'Afrique, ça se décide autour d'une table avec les quelques pays qui sont concernés. Alors pour continuer sur l'idée de co-développement, vous proposez aussi le lancement d'un plan Marshall pour l'Afrique. Alors quels seront les grands objectifs de ce plan ? C'est le devoir de la France que d'aider l'Afrique ? Alors, la France ne sera pas toute seule, j'espère. Les États-Unis ont financé le plan Marshall après la Seconde Guerre mondiale, mais c'était les États-Unis. Il faut lancer un projet. En mai, c'était il y a 5 mois, 6 mois, on l'a déjà oublié, Emmanuel Macron a dit qu'il annulait la dette du Soudan. 4 milliards d'euros prêtés par la France qui ont été annulés
pour les aider dans leur transition vers plus de démocratie. 4 mois après, coup d'État, il n'y a plus de démocratie. Voilà, donc c'est de l'argent, 4 milliards, hein, c'est énorme, qui a été donné comme ça à un pays, sans vraiment de contrepartie, sans vraiment de projet. Et c'est exactement le contraire de ce qu'on veut. Nous, on veut aider les pays à investir dans leur économie, à investir dans leurs infrastructures. Donc ça, c'est un vrai projet. On les aide financièrement, mais on regarde ce qui se passe derrière. Et le but, c'est que tout le monde soit gagnant. Hein, ces pays-là, ils vont commercer ensuite avec la France. On travaillera ensemble. Ils aimeront la France. C'est gagnant-gagnant. Autre thème à présent qui est revenu sur le devant de l'actualité avec la situation aux Antilles, c'est les Outre-mer. Alors vous militez pour la mise en œuvre d'une stratégie nationale de promotion des atouts de l'Outre-mer et une véritable continuité territoriale avec l'Hexagone. Alors qu'est-ce que ça signifie ce plan, cette stratégie nationale ? Il y avait un conseil national il y a 2 semaines, à Hyères, donc j'y étais avec un certain nombre de délégués. Et puis, il y avait la représentante de Boula-France de l'Outre-mer qui était là et qui a pris longuement la parole. Et donc, on a pu beaucoup discuter avec elle. Donc, on a un projet et puis, il y a des constats. Alors, la promotion des atouts de l'Outre-mer, hein, globalement, pour nous, ça va être une stratégie nationale. L'Outre-mer, c'est la France. C'est vraiment la France. Un ultramarin, un Guadeloupéen ou un Breton, c'est le même type de citoyens. Hein. Il n'y a pas de différence entre les deux. Simplement, ils sont plus loin. Ils sont plus loin, donc on les voit moins. Plus du décalage horaire, enfin plus un certain nombre de facteurs, mais ça, c'est technique. Nous, on veut une vraie stratégie nationale pour remettre en avant l'Outre-mer, de manière générale. Alors, 3 atouts principalement. Une économie maritime. Grâce à l'Outre-mer, on a des eaux territoriales. On doit être le premier ou le 2e pays au monde sur nos eaux territoriales. C'est un atout très important. Le tourisme, même avec le Covid, le tourisme doit continuer à se développer. C'est un facteur de développement majeur. Et puis c'est le rêve des gens de la métropole d'aller passer des vacances, alors je vais pas les lister, mais en Guadeloupe ou en Martinique. Et puis l'agriculture. Enfin, l'agriculture, alors on voit, il y a eu des produits chimiques qui ont été utilisés en Guadeloupe. Ça fait un scandale sanitaire. C'est assez déplorable que la métropole se soit conduite comme ça. Mais si je prends l'exemple du sucre, par exemple, du sucre de canne, eh ben, c'est un bon produit, c'est bon pour la santé, il faut le mettre en avant, et ainsi de suite. Donc une stratégie nationale de mise en avant des atouts de l'Outre-mer en général. J'ai noté quelques points, quelques mesures que vous souhaitez donc mettre en œuvre pour les Outre-mer. Vous souhaitez augmenter la part des enseignements consacrés à l'histoire et à la géographie des départements et des collectivités d'Outre-mer dans le programme de l'éducation nationale. Aujourd'hui, c'est un oubli, c'est un manque de l'éducation nationale. Je crois qu'il y a un personnage politique de premier plan qui avait parlé de la Guyane comme du Nil il y a quelques années. Hein, voilà. Oui, la géographie de l'Hexagone, on apprend à la dessiner dans les petites classes, on apprend les fleuves, on apprend les cours d'eau. Qui connaît le nom des cours d'eau qu'il y a en Guyane, hein, le Sinnamary, par exemple, pas grand monde. Qui sait que la Guyane a une frontière avec le Brésil, par exemple, hein, voilà, les Brésiliens sont nos voisins. Et puis, Grande Terre, Basse Terre, où est Pointe-à-Pitre, c'est à quelle distance, voilà, il y a beaucoup de choses à apprendre à nos enfants, et c'est un beau sujet d'enseignement. Alors, autre idée, vous proposez d'inclure les prévisions météorologiques des Outre-mer dans toutes les météos des chaînes nationales. Alors ça peut sembler anecdotique, mais c'est important pour le symbole d'inclure ces prévisions météorologiques des Outre-mer. C'est de manière générale une stratégie, un projet national de continuité territoriale. Hein, on met la météo de la Corse. Hein, voilà, il va faire telle température à Ajaccio. Eh bien, on peut mettre la météo, y compris de Saint-Pierre et Miquelon. Alors, Debout la France, on va changer de sujet. Debout la France s'engage aussi pour le bien-être animal. Oui. Pour vous, ce n'est pas un sujet annexe, c'est un sujet qui compte. Écoutez, j'ai pris la parole au Conseil national, vous voyez, je suis la bonne personne pour cette discussion, pour parler des animaux.
Alors il y a une petite mesure, si vous l'avez dans notre feuillet, sur un sujet qui est majeur en France, c'est les 100 000 animaux qui sont abandonnés tous les ans. C'est incroyable. Moi, j'ai des animaux personnellement. Quand je pars en vacances, je me pose la question de ce que je vais faire de mes animaux. Est-ce que je les emmène parce qu'ils vont être bien? Est-ce que je les laisse à la maison? Je prends un pet-sitter ou un voisin, et ainsi de suite. L'abandon des animaux, c'est quelque chose contre lequel il faut se battre. Il y a plusieurs choses à faire pour ça. Et puis, je ne sais pas si vous avez déjà eu quelques relations avec 30 millions d'amis, par exemple. Tous les ans, il y a des campagnes, aidez-nous financièrement, on n'a plus de sous, les refuges sont débordés. Dans notre projet, il y a garantir le financement des associations et des refuges. Voilà. Ça, c'est vraiment très important. Après, il y a beaucoup de choses. Donc, lutter contre les animaux, aider aux soins pour les animaux. La vaccination, ça coûte 100 €. Hein, tout le monde n'a pas 100 € à dépenser pour tous les ans en plus pour faire vacciner son chien et son chat. Donc il y a quelque chose à faire. Voilà. La stérilisation, c'est très important. On parle de chats errants et de ça. Une stérilisation, ça coûte 200 €. Tout le monde ne peut pas faire stériliser comme ça son animal. Donc il faut qu'il y ait des aides, il faut qu'il y ait un programme. Ça, c'est pour les animaux de compagnie. Mais il y a également les animaux d'élevage. Voilà, donc ce qu'on souhaite mettre en place, c'est des élevages de qualité. Les élevages de qualité, ça veut dire des animaux qui sont pas dans des cages, des animaux qui sont plus en liberté. Un label bien-être animal qui serait décerné. Un label élevé en France. On avait eu une polémique il n'y a pas très longtemps sur les étiquettes pour le lait, lait de fabrication française ou de production française. On voulait mettre, je ne sais pas si c'est passé d'ailleurs, une étiquette européenne à la place de français. Bon, bah ça n'a pas de sens. Hein. Le lait, s'il vient de chez nous, il vient de chez nous, de nos agriculteurs, de nos éleveurs. Et puis, il y a la problématique des abattoirs. Les abattoirs, on en entend parler tous les 3 mois, hein, quand une association sort une vidéo. On a l'impression que le lendemain de la vidéo, le préfet est intervenu et puis tout est réglé, mais ce n'est pas le cas. Donc, pour les abattoirs, mise en place de normes sévères, application de ces normes, vidéosurveillance, des contrôles inopinés de l'inspection sanitaire, et puis pas d'abattage sans étourdissement, en tout cas pour alimenter les services de restauration des municipalités. Hein, voilà. Et puis, à côté de ça, importer des animaux français, que les éleveurs qui arrêtent d'importer des animaux, mais ils achètent des animaux français. Et puis, il y a un petit point anecdotique, mais vu l'endroit où nous sommes, c'est quand même intéressant. On est pour le développement de fermes pédagogiques. Ferme pédagogique, il y a la ferme de Galy, je ne sais pas si vous connaissez, c'est pas très loin. On y va le dimanche. Dans les Yvelines. Voilà, dans les Yvelines, à côté de Saint-Cyr. On y va le dimanche, et puis les enfants voient les animaux. Il y a une activité pour faire du beurre. Voilà, je fais un petit peu leur publicité. Il y a une autre ferme pédagogique au niveau des étangs de Saint-Quentin. Voilà, à côté de la réserve naturelle. Donc ça apprend aux enfants autre chose qu'un chien et un chat. Ça leur montre les animaux de la ferme. On peut également voir les oiseaux et ainsi de suite. Donc il y a cette notion de pédagogie, de leur montrer qu'un animal, c'est pas quelque chose qui pond un œuf, c'est vraiment un compagnon, ou en tout cas un être vivant qui mérite notre attention. Alors, je voudrais m'arrêter sur une mesure qui m'a un petit peu interpellé. Vous souhaitez interdire la consommation de viande de cheval. Alors pour quelle raison ? Est-ce qu'on considère le cheval comme un bœuf ou comme un mouton, ou est-ce qu'on le considère plutôt comme un chien, comme un chat, comme un animal de compagnie ? On va pas monter un bœuf le week-end. On va faire du cheval. Nos enfants, ils vont faire du poney et ainsi de suite. Voilà. Donc on élève les chevaux pour faire des activités avec eux, pas pour les manger. Je vais juste encore vous faire une petite remarque là-dessus sur les chevaux. Lors de ma campagne pour les législatives, j'avais invité Nicolas Sarkozy à un centre hippique, voilà, pour faire une petite vidéo et parler de la maltraitance qui était faite aux chevaux. Ça s'est a priori calmé. Il avait accepté l'invitation ? Il était venu et il avait adoré. Il y avait un ciel magnifique, il y avait la personne en charge du dressage et des animaux qui était là, qui a passé son temps avec nous.
il était vraiment heureux. C'est un homme qui aime les animaux, comme beaucoup de gens chez Debout la France. Et vraiment, voilà, les chevaux, pour lui, ce sont des animaux de compagnie, c'est pas de la nourriture, quoi. Enfin, sur ce sujet, vous souhaitez déposer un projet de loi reconnaissant la sensibilité des animaux dans le code pénal. Alors, Oui. Qu'est-ce que ça changerait dans les faits ? Ça changerait la réglementation sur la maltraitance qu'on peut leur faire. S'attaquer à des animaux, ça n'a pas de sens. Voilà, enfin, Sur les sanctions prises pour sur qui des commettent sanctions, sur les actes de cruauté. on s'attaque à un animal, eh bien, on est sanctionné par la loi. On abandonne un animal, on peut plus en adopter, on peut plus en avoir, et ainsi de suite. Voilà, la même façon qu'on ne s'attaque pas aux êtres humains, on ne s'attaque pas aux animaux de compagnie. Enfin, pour finir cette émission, je voudrais venir avec vous sur la politique environnementale de Debout la France. Oui. Alors, vous avez 4 priorités. La première, donc réduire les émissions de gaz à effet de serre. Pour cela, comment est-ce que vous y prenez ? Quelle politique énergétique choisissez-vous ? Nucléaire, éolienne, solaire, géothermie ? Quelle est la position de Debout la France sur le sujet ? Alors, il y a plusieurs mesures qui sont possibles. Déjà, une mesure qu'on pourrait faire de manière simple, qui serait d'améliorer les transports en commun avec des moteurs propres. Ça commence à se faire, ça se fait depuis plusieurs années, mais on pourrait essayer de généraliser ça. Tous les transports publics. Les transports publics, et en particulier dans les intercommunalités. Voilà, donc améliorer le réseau de transport avec des transports propres. Nucléaire, absolument, on est pour l'indépendance énergétique de la France et pour une filière qui ne pollue pas. Et pour nous, la solution, c'est le nucléaire. Alors le nucléaire, on va nous dire Fukushima et d'autres... Tchernobyl, il y en a d'autres. Mais voilà, ça, c'est des technologies qui sont apparues dans les années 50. Ce qu'on souhaite, nous, c'est relancer la recherche. En particulier, dans le programme de 2017, c'était très clairement mentionné la recherche sur les sels fondus de thorium, que M. Hulot ne connaissait pas quand il a été interviewé à l'Assemblée nationale juste après. Voilà, donc il y a des filières qui peuvent être intéressantes. Il faut relancer la recherche là-dessus. Ça nous permettra d'avoir de l'électricité décarbonée et de garder notre indépendance nationale. Alors, deuxième priorité, sauver les paysages et la biodiversité en luttant d'abord contre l'artificialisation des sols. Vous proposez d'alléger la fiscalité sur les terres non bâties. Alors aujourd'hui, on encourage trop les propriétaires à construire, selon vous ? Absolument. Absolument. Il y a eu des mesures lancées, je crois que c'était sous M. Hollande, pour construire plus, pour densifier l'habitat. On peut rajouter des étages et puis on diminue la surface. Les PLU ont été revus dans ce sens. Oui, un propriétaire qui a une surface non bâtie, eh ben, il paye des taxes, ça lui coûte cher, donc il vend. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Il faut revoir l'intérêt d'avoir des surfaces agricoles, des surfaces non bâties, mettre des haies, encourager les haies entre les champs, avoir des parcelles plus petites. Voilà, c'est quand même agréable de se lever le matin avec le chant des oiseaux ou d'avoir des papillons quand on va se promener dans la campagne autour de nos villes. La plaine de Versailles est un bon exemple. Troisième priorité en matière de politique environnementale, faire de l'économie circulaire une réalité quotidienne. Pour cela, vous souhaitez lutter contre l'obsolescence programmée notamment. Comment est-ce que vous faites ? Il y a un moment où il faut légiférer. L'obsolescence programmée, vous achetez une imprimante, elle est garantie 1 an, elle tombe en panne 1 an et 1 jour après, parce qu'il y a des éléments qui ont été rajoutés afin qu'elle soit plus fragile. Donc il faut avoir des contraintes pour que les matériels soient plus solides, plus robustes, et puis à côté, continuer à mettre en place des filières de réparation et de recyclage. Enfin, dernière priorité pour terminer cette émission, protéger la santé humaine. Vous proposez la mise en place de cours de santé bien-être au collège pour sensibiliser les adolescents aux conséquences que peuvent avoir par exemple leur alimentation. C'est selon vous un manque qui existe aujourd'hui dans l'éducation nationale ? Très clairement oui.
l'école va nous enseigner beaucoup de choses. Sur les écoles de Saint-Cyr, par exemple, il y a des cours dès le primaire, peut-être même dès le primaire, sur le tri sélectif, sur le recyclage. On va voir une usine, un centre de recyclage, par exemple. Et les enfants, quand ils rentrent à la maison, si on met une canette dans la mauvaise poubelle, ils nous disent non papa, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Donc ce qu'on apprend aux enfants en primaire, en particulier sur le recyclage, sur le bien-être, c'est des choses qu'ils vont acquérir, qu'ils vont mémoriser et qu'ils vont partager ensuite. Donc c'est le bon moment et c'est une bonne matière avec la géographie et l'histoire de l'outre-mer. Merci beaucoup, Olivier Galland, d'avoir été avec nous dans l'Hebdo Politique. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le secrétaire départemental Debout la France dans les Yvelines. Et nous, on se retrouve en janvier pour un nouveau numéro de l'Hebdo Politique. Bonne fin d'année à tous. L'Hebdo Politique.